Mirëmbrëma. Sezoni veror po fillon dhe ashtu siç është bërë zakon gjithmonë në këtë periudhë, flitet gjithmonë më shumë për pushimet dhe për turizmin. Por, ashtu siç dihet, sa herë që turistët e huaj vinë në Shqipëri, e përmendin vendin ton si vendin e bunkerëve. Sa herë ata largohen me përshtypjet e tyre nga ky vend, ata flasin në blogjet e internetit apo gazetarët në reportazhe dhe në shkrime në gazetat e tyre si për vendin e bunkerëve. Pikrisht në këtë këndvështrim është fokusuar edhe sonte zona e ndaluar. Ne e kemi parë historinë e bunkerëve shqiptar në 3 rrafshe të ndryshme. Së pari, si lindën dhe si u krijuan ata. Së dyti, si u transformuan ata gjatë viteve të tranzicionit duke i shërbyer nevojave utilitare të njerëzve. Dhe së treti, si i shohin ata brezin më i ri i shqiptarëve ose student si ata të Politeknikut të Milanos që kanë ide tepër origjinale se ç'mund të bëhet me bunkerët e komunizmit shqiptar. Reportazhi i parë që ne do të shfaqim sot është reportazhi i një grupi autorësh francez, të cilët e kanë ndjekur hap pas hapi transformimin e bunkerëve shqiptar që prej lindjes së tyre. Kamera e tyre ka hyrë atje ku pakush ka mundur të hyjë në Shqipëri, në tunelet e Porto Palermos, në aeroportin e Gjadrit e në bazat të tjera ushtarake të periudhës komuniste. Por, rrëfimi i tyre nuk ka përfunduar këtu. Ata janë marrë gjithashtu edhe me jetën e njerëzve të thjeshtë që në një farë mënyre apo në një tjetër jetojnë pranë bunkerëve ose përfitojnë prej tyre. Aty ne do të shohim rrëfimin e një peshkatari, e një pronari lokali, apo qoftë dhe një piktori që në një farë mënyre ose një tjetër jetën e tyre e kanë pikrisht të lidhur me këta bunker. Por, pas këtij reportazhi të parë, ju do të keni mundësi të ndiqni edhe një reportazh të dytë, disi më të shkurtër, por gjithashtu tejet interesant dhe tejet të çuditshëm. Ai është vepër e 2 studentëve shqiptar, më mirë 2 ish studentëve të Universitetit të famshëm Politeknik të Milanos, që kanë bërë një punë voluminoze dhe serioze për të skanuar të 750.000 pothuajse bunkerët e Shqipërisë. Por puna e tyre nuk ka përfunduar këtu. Ata kanë ngritur një pyetje: ç'mund të bëhet me këto bunkerë? Ç'mund të jetë e ardhmja e tyre? Dhe ata e kanë parë në një farë mënyre se me idenë e tyre origjinale, këto bunkerë mundet nesër të transformohen në pika të mirëfillta turistike, duke u shndruar nga një simbol i ksenofobisë në një atraksion turistik. Por të gjitha këto ju do t'i ndiqni tani në emisionin Transformimi i bunkerëve. Le të filloj. L'été, les plages de l'Albanie sont noires de monde, comme la plupart de celles du nord de la Méditerranée. Le pays s'ouvre lentement au tourisme. Mais la plupart de ces baigneurs sont eux-mêmes albanais, ou ils viennent du Kosovo, la région voisine, majoritairement peuplée d'Albanais. Quelques étrangers pourtant qui découvrent des côtes très belles, et dans l'ensemble, surtout au sud du pays, presque vierges. Vous les verrez peut-être encore sauvages, du moins pour l'instant. Ce que vous ne verrez pas très loin du rivage, caché en bas d'une colline, c'est ce trou.
Malgré la mort d'Enver Hoxha, le dictateur qui dirigeait le pays pendant 40 ans, malgré la chute du communisme en 1991, c'est la première fois, paraît-il, qu'une caméra pénètre dans ce tunnel. D'abord des camions de l'armée, de vieux camions fatigués. Des caisses de munitions et d'autres qui contiennent ou contenaient des pièces de rechange. Et au bout du tunnel, sous la montagne, à 600 mètres de l'air libre, les voici, des MiG. MiG-17, MiG-19 et MiG-21, construits en Union soviétique ou en Chine populaire. Il y en a 27. Ils devaient défendre le pays contre l'Occident, puis contre les Russes, puis enfin contre le monde entier. Ils n'ont plus leurs canons mais gardent leurs lance-roquettes, intacts. Certains de ces avions supersoniques volaient encore en 2001. Leur maintien au sol a été décidé après un accident et la mort d'un pilote. Aujourd'hui, malgré l'apparence de secret qui les entoure, ils sont à vendre. Pas cher. 50 000 € pièce. Quel que soit son état. Bruno Bacci, ce pêcheur, n'est jamais allé dans le tunnel. Mais cette psychose de guerre dans laquelle a vécu son pays, il l'a aussi sous les yeux, tous les jours, dans ses filets. Je viens souvent ici parce qu'il y a du poisson autour des bunkers. En tout cas, souvent plus qu'ailleurs. Il les attire. « 700 000 bunkers parsèment les sols et surtout les rivages de l'Albanie. Ici, sur ces 400 km de littoral, la mer est saturée de béton. Des témoins de béton qui ne servent et n'ont jamais servi à rien. Il n'y a pas eu de guerre. Pourtant, les derniers d'entre eux ont été installés en 1980. Hier. Quelques-uns, les plus gros, servent d'abri, quelquefois de maison. Voilà le poisson. Pas grand-chose aujourd'hui. Quand je suis arrivé ici, c'était grand ouvert dans le fond. Là, il y avait le début d'un souterrain. C'était plein d'armes. Les armes, on les a enterrées devant l'entrée du bunker. C'était surtout des armes anti-aériennes. Je me suis installé ici sans rien demander à personne. Je paie l'essence et les taxes comme tous les autres pêcheurs, alors on me laisse tranquille. D'ailleurs, qui voudrait de ce bunker à part moi?
Mais je ne suis pas le seul à occuper un bunker. Les autres pêcheurs aussi. Ils prennent ceux qui sont proches de leur maison. De toute façon, s'il y a une guerre, le gouvernement les récupérera. Ces bunkers, c'était pour faire face à l'encerclement. Aujourd'hui, on considère qu'ils ont coûté trop cher. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient indispensables. Ana e parë e bunkerit. Aty ve mitrolozin, edhe kosit, çfarë do të bëj armiku atje? C'est là qu'on mettait la mitrailleuse. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire l'ennemi quand on était dedans? Il n'aurait rien pu faire. Les bunkers font partie de la maisonnée, comme un banal cabanon, un chien fidèle, ou encore une grosse berline allemande, telle que les Albanais en raffolent. D'imposants véhicules vieux ou récents qui sillonnent les routes fatiguées des villes et des villages et commencent à embouteiller Tirana, la capitale. Ici, la circulation des véhicules privés est restée proscrite pendant 40 ans. Aujourd'hui, les Albanais sacrifient tout à l'automobile. La place principale de la ville est quelquefois bloquée. C'est ici, sur ce terre-plein, que se trouvait il y a quelques années la statue d'Enver Hoxha. Elle a été déboulonnée, mais la fresque à la gloire de la Révolution demeure. Il se nommait donc Enver Hoxha et avait dans sa jeunesse un physique de jeune premier de cinéma. Ce qui ne l'a pas empêché de tenir son pays d'une main de fer. Enver Hoxha est devenu communiste à Montpellier, où il faisait ses études, en France. Il se passionna pour la langue, pour la littérature et enfin les idées qu'elle véhiculait. Il voulut rentrer au pays, créer un homme nouveau, modelé par les principes du marxisme-léninisme. L'Albanie vivait sous un régime monarchique. Son roi, le roi Zog, se réfugiait en Grèce au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand les troupes italiennes de Mussolini l'ont occupé. Enver Hoxha devint peu à peu le principal chef des partisans, une lutte dure, meurtrière, mais finalement victorieuse. L'Albanie est le seul pays d'Europe à s'être libéré seul, sans l'aide de troupes étrangères. La guerre finie, Enver Hoxha obtint le pouvoir et l'Albanie est devenue une république populaire, dominée par les communistes. Le jeune chef d'État était proche des dirigeants soviétiques. Théoricien du marxisme, il faisait souvent le voyage de Moscou. Il devint un fidèle de Staline et écrivit même des ouvrages à sa gloire. Dans les années 1950, l'Albanie intéressait les pays du pacte de Varsovie. Son large débouché sur la Méditerranée, juste en face de l'Italie, était de la première importance en cas de conflit. Guerre froide oblige, le pays des aigles était gâté par les pays frères. Ce qui faisait peur à l'Occident, c'était avant tout une base navale, Pacha-Liman, où coopéraient marins albanais et soviétiques. Une base imprenable, un repère de sous-marins. Très exactement de 12 sous-marins qui donnaient des sueurs froides aux stratèges de l'Ouest. Ils sont toujours là aujourd'hui. Du moins 4 d'entre eux. Ceux qui appartenaient à l'Albanie, les autres, les Russes, sont repartis dans les années 60.
Aujourd'hui, ils font moins peur, même si, sous une première coque rouillée, ils sont, paraît-il, en bon état. Ils sont à vendre. La Turquie serait intéressée. D'autres pensent les transformer en restaurant, ou tout simplement les mettre à la ferraille. Une escouade de marins garde les lieux. Sans passion. Le temps passe lentement. Sauf pour le commandant de la base, perdu dans ses papiers. Les ateliers sont utilisés pour réparer quelques bateaux. Peu d'armes, beaucoup de ruines et des véhicules abandonnés. La seule mine encore sur les lieux décore la cantine des sous-officiers. Et les feuilletons que l'on y diffuse sont américains. La coopération russo-albanaise a laissé un goût amer. Les marins se souviennent qu'il n'était pas facile de faire manœuvrer un sous-marin par 2 capitaines à la fois. Au début, il y avait 2 équipages par bateau. Un soviétique et l'autre albanais. Comme un seul corps avec 2 têtes ou 2 parties. Et c'était un peu difficile de diriger ou de prendre des décisions et de faire en sorte que les 2 parties aient la même idée. Les problèmes ont vraiment commencé quand les 2 gouvernements ne se sont plus entendus. Cela a rejailli dans les bateaux. Le capitaine russe, par exemple, disait « tournez à gauche ». L'autre, l'Albanais, disait « tournez à droite ». Des problèmes aussi avec le drapeau. Quel drapeau hisser? L'Albanais ou le Russe? En 1961, Enver Hoxha rompt définitivement avec les Soviétiques. Il les accuse de trahir la doctrine marxiste-léniniste. Il craint une invasion de son pays par les troupes du pacte de Varsovie. Comment se défendre, se protéger? Construire. Construire encore plus de bunkers. Par centaines, par milliers, plus vite qu'avant la crise, et en construire partout. Un film de fiction, réalisé de nos jours par les Albanais, rappelle cette période fiévreuse. Zonë strategjike. Objekt të Santini duhet bunkerizuar. I gjithë Bregdeti duhet fortifikohet sa më shpejt. Dhe s'duhet harruar që çdo shqiptar patjetër ta ketë bunkerin e vet. Non seulement la mer est ceinturée de béton, mais ses côtes vont être truffées de pièges et de repères. C'est le cas à Porto Palermo, à peu de distance de la frontière grecque, où se trouve cet anneau de béton. Un autre trou, comme celui des MiG, mais celui-là relié directement à la mer. Il protège un tunnel derrière des portes monumentales. Une cage pour sous-marins. La plus longue, paraît-il, du monde, près de 2 kilomètres. Un labyrinthe souterrain où se trouvent des ateliers de réparation permet d'y accéder. Ici, les submersibles pouvaient pénétrer en plongée sans avoir à faire ouvrir les portes. Le tunnel a 2 sorties, ce qui devait leur permettre d'échapper à leurs poursuivants. Les portes, de plusieurs centaines de tonnes, sont fermées depuis des années.
le système compliqué de câbles qui les manœuvrait est hors d'usage. Ce tunnel a été construit en 1970 avec l'aide de la Chine pour protéger toutes sortes de bateaux. L'Albanie avait de bonnes relations avec la Chine. En tout cas, il a été construit du temps où ces relations étaient encore bonnes. Plus tard, il a été modifié pour servir uniquement aux sous-marins. Ce sont des unités du génie albanais qui ont fait le travail. Depuis 15 ans, les portes sont fermées. Les deux, celle du nord comme celle de l'est. Šengjin, au sud cette fois, tout près de la frontière avec le Monténégro. Un port de pêche et de commerce semblable à tant d'autres, classique. Paisible. Sauf là encore une porte de béton qui ouvre sur la mer. Et pour savoir ce qu'elle cache, il faut franchir une autre porte, et celle-là directement au flanc de la colline qui surplombe le port. Des souterrains à n'en plus finir, et de multiples portes de béton cachent un trésor. Ce sont des vedettes, fabriquées elles aussi en Chine. Elles peuvent atteindre 80 km à l'heure quand elles sont en état de naviguer, ce qui ne semble pas être le cas. Armés de 2 torpilles, ces chiens de garde ultra rapides menaçaient toute une partie de la Méditerranée, et en particulier les côtes italiennes. Il y en avait 12, il en reste 3. Bien cachés, et sans doute pour toujours. Elles sont inutilisables, mais les torpilles, elles, bien huilées et soigneusement rangées, sont encore disponibles. Les cimenteries restent au bout du compte les seules vraies gagnantes de cette course aux fortifications massives. À force de produire, elles sont devenues performantes. L'industrie du ciment, aujourd'hui privatisée, appartient en grande partie aux Chinois, qui ont su rester, malgré les dissensions politiques. Mais que faire des 700 000 bunkers qui ne sont plus d'aucune utilité? Des pots de fleurs. Ou bien d'amusantes décorations moyenâgeuses, comme il y en a quelques-unes dans le sud du pays. D'autres ont choisi de les transformer en œuvres d'art, qui parsèment les plages. C'est le droit des humains qui nous autorise à faire ça. Nous transformons une œuvre de guerre en œuvre d'art. C'est ça notre idée principale. Et puis, ils font partie de notre passé douloureux. Ils font partie des restes de la dictature. Et puis, ils servent de modèle aux petits-enfants. Les glorieux bunkers servent souvent de bac à ordures. D'autres, plus malchanceux encore, sont recouverts de détritus. Les bunkers constituent peu à peu un problème que le gouvernement se doit de résoudre.
Ce jour-là, le Parlement discutait de la privatisation des terres collectivisées après la guerre. Le régime communiste a pris fin en 1991, mais rien n'a été résolu quant à la redistribution des terres nationalisées par Enver Hoxha. La séance était dirigée par la jeune présidente de l'Assemblée nationale. Le ministre du Développement et du Tourisme, dont dépendent en partie les bunkers, y assistait. Nous allons bien sûr nettoyer la côte et détruire les bunkers aux endroits où nous allons faire de gros investissements touristiques. Mais nous allons aussi valoriser les constructions de type militaire, car elles aussi font partie de notre patrimoine culturel. Et la population, qu'en pense-t-elle? Moi, je dis qu'ils sont sans doute importants. En tout cas, à l'époque où ils ont été construits, ils avaient une grande importance. Nous étions isolés. Maintenant, avec la démocratie, et en même temps que nous prétendons faire partie de l'Europe, ils n'ont plus la même valeur. On pense donc les détruire. Ils prennent de la place. Ils ont accompli leur devoir. Il faut les casser, ils ne servent à rien. Les bunkers sont les miroirs du régime d'Enver Hoxha. On ne les détruit pas pour ne pas l'oublier. Pour que l'on n'oublie pas la catastrophe dont il est responsable en Albanie. Des dizaines de milliers de personnes sont venues s'incliner devant la dépouille d'Enver Hoxha, mort en 1985. Le régime communiste est tombé 6 ans plus tard. Désormais, les forces armées albanaises souhaitent se mettre sous la responsabilité de l'OTAN. Elles acceptent les ordres d'un commandement allié. Quant au gouvernement, il plaide pour que les étrangers investissent massivement. L'homme nouveau, rêvé par le défunt, est bien mort. Les portes monumentales du souterrain de Shengjing peuvent se refermer. Les temps où l'Albanie faisait face à la terre entière sont désormais révolus. Bunkers et tunnels finiront bien par disparaître. La mer va les user, les recouvrir. Là encore, une simple question de temps. Ky ishte pra reportazhi I parë ai I gazetarëve francezë të cilët kishin hulumtuar jo vetëm transformimin, por edhe gjenezën e bunkerëve shqiptar. Ashtu si kurse ne pam, kamera atyre kishte hyrë në për labirinthet e ish ushtrisë komuniste shqiptare për të ndjekur iden e krijimit të bunkerëve, për të ndjekur iden se ç'fshihej pas errësirës së tyre. Por, ashtu si kurse e pam, reportazhi nuk përfundonte këtu. Një nga qëllimet e tij ishte të shikonte se si këta bunker ishin transformuar sidomos pas viteve 90 dhe pas periudhës së tranzicionit në Shqipëri, kur ato u kthyen në mjete utilitare, kur dikush ashtu sikur se pam I përdorte për të mbajtur mjetet e tij të peshkimit, apo dikush tjetër bunkere më të mëdhej I kishte shndruar në lokale. Pikrisht këtë dukuri, atë të transformimit dhe të ndryshimit të këtyre bunkerve, kanë vënë re edhe 2 studentë shqiptar, Elian Stefa nga Vlora dhe Gyler Mydyti nga Prizreni, të cilët studentë të Politeknikut të Milanos, ashtu si kurse thanë, kanë pasur një ide
origjinale se ç'mund të bëhet me transformimin e këtyre bunkerëve. Nëse i hedhim një sy faqes së tyre të internetit www.concretemushroom.com, do të vëmë re se aty gjenden të gjitha idet e këtyre studentëve të ri se ç'mund të bëhet me bunkeret shqiptar. Si që shkruajnë ata në faqen e tyre, ata kanë kërkuar që këtë simbol të ksenofobis ta shndrojnë në një farë mënyre në një simbol të turizmit të ardhmes të Shqipërisë. Kanë bërë për këtë një studim të gjatë, kanë bërë për këtë kërkime të thella dhe gjithashtu kanë bërë dhe një dokumentar, një pjesë të cilit ne do ta transmetojmë tani. Ky dokumentar quhet Kërpudha betoni. Le të ndjekim një pjesë të tij. Bunkeri është një ndërtesë prej hekuri dhe betoni. Gjysma e saj është mund dhe hek, ndërsa gjysma tjetër është bile. Ka formë harkore dhe një dritare fare të vogël, nga ku qëllohet me armë zjarri e fëmikur. Gjënden toka private, gjënden në për maja malesh, gjënden në për pjesë të bregdetit, që shumë e vështirë të identifikohet e kujt është kjo copë bunkeri apo i kujt i takon. Kështu që sigurisht koha ka mjaft paradokse, kohat janë ngarkuara me paradokse. Ajo që ka pas indikim në një kohë gati merr trajta qesharake në një kohë tjetër. Jo gjithmonë epoka ka vetim për lexuar vetveten. Armiqtë e partisë të popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urrejnë. Ata tërbohen kur shohin se brenda në prapavijat e tyre, një vend i vogël dhe një popull heroik lufton me heroizëm dhe me këmbëngulje për të mbrojtur zhrimin në pamartësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Bunkeri është ndërtuar gjithë lokali dhe hoteli. Lart është kuzhina, janë dhomat e tjera, pastaj fjetis dhe hoteli. Pjesa e përparme është për restorant. Është interesant. Është rreth 25 metra katror, është e lartë. Ne e përdorim më shumë për stazhonimin e verave, se ka një temperaturë ambienti konstante gjatë gjithë vitit. E zor lëvizjet, është shtyr. Si të shkatrosh, të shkatrohet. Do shumë, ose do hiqet komplet siç është vënë, ose do shumë që të shkatrohet, se është vetëm beton edhe hekur, asnjë gjë tjetër.
Pasi pam këtë pjesë të shkurtër nga materiali i përgatitur nga dy studentët shqiptar, Gyler Mydyti dhe Elian Stefa, ne jemi thelluar në një farë mënyrë në idenë e tyre dhe në projektin e tyre për të parë se si i parashojnë ata me imagjinatën e tyre atë që mund të ndodh nesër me bunkerët shqiptar për t'i shndruar ata në një atraksion turistik. Në faqen e tyre të internetit, ka faqe të tëra, studime të tëra, se si këta bunker mund të shndrohen vërtet në diçka të këndshme, më shumë për turistët e huaj, por edhe ata vendas. Ju do të ndiqni tani bazuar në fotot që ata propozojnë, bazuar në fotot që ata kanë bërë për gjatë Shqipërisë, se si mund të ishte në të nesërmen, si mund të ishte në të ardhmen, një bunker i ngritur në kohën e luftës së ftohtë, i ngritur në periudhën e kohës komuniste dhe si mund të transformohet ai sot në një objekt turistik. Le të ndjekim këtë kolazh të shkurtër të bazuar në fotografitë e bëra nga vetë dy studentët. Ky ishte pra emisioni Transformimi i bunkerëve, i cili bënte fjalë për ata 750.000, pothuajse 800.000 bunker, të cilët mbin në vitet 70-80 për gjatë 400 kilometrave të Bregdetit shqiptar. Por në këtë emision ne nuk pam vetëm të shkuarën e tyre, mënyrën si lindën dhe pse lindën këta bunker të periudhës së luftës së ftohtë. Ne u munduam ta shohim çështjen e bunkerëve në 3 rrafshe të ndryshme, në të shkuarën e tyre, në mënyrën si ata u transformuan gjatë periudhës së tranzicionit shqiptar dhe së treti ashtu si ata mund t'i shoh brezi më i ri i shqiptarëve që ashtu sikurse pam ka propozime tejet interesante të realizueshme apo jo, kjo është një çështje tjetër, për atë që mund të ndodhi me bunkerët shqiptar. Unë doja t'ju rikujtoja se i njëjti emision do të ritransmetohet të shtunën e ardhshme në ora 18:00, ndërsa si gjithmonë ne bashk do të ritakohemi të hënën e ardhshme në ora 22. Natën e mirë.